Voici les grandes idées du cours sur le socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875. Alors un tableau d'ensemble d'abord pour bien tout saisir. Tout commence dans l'Empire allemand créé en 1871 et un congrès Gotha 1875 où le parti de gauche se crée, va s'organiser et puis dans les années qui suivent définit également son rapport au pouvoir, chose qui n'est pas simple, tiraillé entre ceux qui déjà prônent la révolution et ceux qui sont plus légalistes voire réformistes. L'Empire allemand disparaît avec le premier conflit mondial, 1914-1918, et c'est la République de Weimar qui lui succède. Elle voit se concrétiser cette différence entre la tendance d'extrême gauche, communiste révolutionnaire, qui va créer un parti, et la tendance légaliste, réformiste, le socialisme. Donc nous aurons dans cette période deux partis distincts, le KPD à gauche et le SPD socialiste, même s'il conserve un discours assez marxiste. Avec l'arrivée de Hitler en 1933, il n'est plus question évidemment de multipartisme, donc le KPD et le SPD disparaissent, et il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir voir réapparaître la vie politique. Alors ici, c'est assez intéressant, puisque nous avons la création de deux États, RDA, République démocratique allemande, à l'Est, dans le bloc de l'Est, et qui sera conduit par un parti unique, le SED, héritier du KPD, même s'il naît d'une fusion entre les deux, KPD et SPD. Au niveau du bloc de l'Ouest, eh bien, la RFA, la République fédérale, elle, continue avec le multipartisme, et le SPD sera un parti de gouvernement qui va peu à peu atténuer son discours marxiste. En 1990, l'Allemagne est de nouveau unifiée. Le SPD se cherche une troisième voie entre légaliste, entre socialisme et libéralisme, cependant que le parti de gauche essaie de renaître à travers justement Die Linke, un parti qui signifie la gauche. Donc voilà pour l'ensemble. Alors revenons en 1875 au congrès de Gotha dans le centre de cet empire allemand dont la capitale est Berlin. Ce congrès va réunir deux partis qui existent déjà, celui de Ferdinand Lassalle et celui d'August Bebel. Lassalle avait créé l'ADAV, l'Association Générale des Travailleurs Allemands, et au niveau d'Auguste Bebel, il s'agit du SDAP, le Parti social-démocrate. Un mot très important, la social-démocratie allemande qui va rester jusqu'à nos jours. Ils se réunissent donc et fondent le SAP, le Parti ouvrier socialiste, qui va donc, avec un discours marxiste, mener quand même en fait une politique relativement réformiste, on le verra, sous l'impulsion d'Edouard Bernstein, par exemple. Donc ça c'est très important, définir le rapport au pouvoir, d'autant que jusque en 1890, 1878 à 1890, eh bien, les lois sur les socialistes, impulsées par le chancelier de l'Empire, Otto von Bismarck, empêchent le parti d'exister. Il s'agissait pour Bismarck d'éviter toute contestation et de mener dans le même temps une politique relativement sociale pour essayer de faire taire l'audience des partis de gauche. Mais en réalité, en 1890, eh bien, c'est un petit peu un constat d'échec, Bismarck est désavoué et le parti SAP va pouvoir exister. Alors il se réunit de nouveau en 1891 au congrès de Erfurt, à côté de Gotha. Il continue d'avoir un discours très marxiste, notamment sous l'impulsion de ce qu'on pourrait appeler l'aile gauche, Karl Kautsky. Le parti se transforme, il devient le parti social-démocrate d'Allemagne, le SPD. Mais il est déjà traversé par des tendances réformistes, notamment celle d'Edouard Bernstein, qui critique le marxisme. On l'accusait même de révisionnisme. Le parti garde toutefois son unité avec Auguste Bebel et peut continuer à gérer les tendances, à les réunir, celle du discours marxiste et celle de la réforme, celle de la critique vis-à-vis d'un discours marxiste beaucoup trop rigoriste. C'est avec la Première Guerre mondiale que le parti éclate entre plusieurs tendances, dès 1914, lorsqu'il faut voter les crédits de guerre pour pouvoir mener le conflit. Pour l'aile gauche, c'est une guerre bourgeoise, donc les révolutionnaires, avec notamment Rosa Luxembourg
et Karl Liebknecht s'opposent au vote des crédits de guerre, car ce conflit serait aux dépens des prolétaires. A l'inverse, les réformistes, les révisionnistes, comme Edward Bernstein, vont voter les crédits de guerre. C'est le nationalisme qui l'emporte, l'union sacrée, estimant que l'Allemagne est attaquée et provoquée. Rosa Luxembourg sera d'ailleurs emprisonnée pendant ces années de guerre, mais elle peut diffuser ses idées et créer une ligue, pas encore un parti, une ligue, la ligue spartakiste, en référence évidemment à l'esclave Spartacus qui s'était révolté dans l'Antiquité, avec un discours révolutionnaire, très dur, très fort. À la fin de la guerre, Rosa Luxembourg sort de prison, et un événement important à prendre en compte, c'est en 1917, la révolution bolchevique menée par Lénine en Russie. Donc la Russie devient le premier pays à réussir une révolution marxiste. Il est temps donc pour les spartakistes de passer à l'action, de faire de même, et en janvier 1919, eh bien, ils lancent une insurrection, l'insurrection spartakiste, mais qui va être largement réprimée par la Nouvelle République, la République de Weimar. De manière assez significative, eh c'est le SPD qui est au pouvoir avec le président Ebert et Gustav Noske qui s'occupe, lui, de l'armée. Ce sont donc deux membres du SPD, mais qui vont choisir la République, le légalisme, l'alliance aussi avec les forces conservatrices pour montrer qu'ils peuvent diriger le pays, et ce sont eux qui vont organiser la répression contre les Spartakistes. C'est donc un échec. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont arrêtés et exécutés. Durant l'entre-deux-guerres, eh bien, c'est le temps de l'opposition entre deux partis, donc le SPD qui demeure, et le KPD qui devient le parti de gauche, c'est le parti communiste. Alors à eux deux, ils auraient pu s'allier pour peser considérablement dans la République de Weimar, mais le parti communiste, affilié à l'internationale dirigé par Moscou, estime que tous les autres partis non révolutionnaires sont des ennemis, c'est la tactique classe contre classe, et que le SPD est même l'avant-garde du fascisme. Donc le KPD trace une ligne très nette entre lui et tous les autres partis qui sont un petit peu mis dans le même sac, si l'on peut dire, et on le voit en haut du graphique, là, qui représente le nombre de députés du Reichstag par parti politique. Eh bien cela va être un des facteurs qui permet au parti nazi, le NSDAP, de progresser, de devenir un parti de gouvernement, à tel point qu'en 1933, Hitler, son dirigeant, est appelé pour être le nouveau chancelier d'Allemagne. Un petit mot dans cette entre-deux-guerres sur l'action syndicale. Les syndicats se réunissent dans l'ADGB, qui est la Confédération Générale Syndicale Allemande, qui réunit donc tous les syndicats et qui est dirigée par Karl Legemann. Alors après la guerre, eh bien, il faut considérer donc ces deux ensembles que sont la RFA et la RDA. En RFA d'abord, donc dans le bloc de l'Ouest, créé en 1949, l'action syndicale se poursuit toujours sous la forme d'une confédération. C'est la Confédération des syndicats allemands, DGB, et qui obtient en 1951 le principe de la cogestion, c'est-à-dire une cogestion paritaire entre patrons et syndicats dans les entreprises, ce qui permet d'atténuer les conflits sociaux, même si ça n'empêchera pas un certain nombre de grèves. Au niveau du pouvoir, eh bien, le SPD est toujours là. Il continue en 1946 au congrès de Hanovre d'avoir un discours très marxiste, même si en fait très vite il monte son action légaliste, il vote la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, un peu comme la Constitution en quelque sorte. Alors il faut attendre 1959, donc une dizaine d'années après la création de la RFA, pour voir le SPD évoluer au congrès de Bad Godesberg, avec l'arrivée d'un certain nombre de nouvelles personnalités, au premier rang desquelles Willy Brandt, qui est alors en 1959 le maire de Berlin-Ouest. Le congrès de Bad Godesberg eh bien, atténue, élimine presque toute référence marxiste, c'est donc un parti complètement socialiste qui se présente et qui permet à Willy Brandt de devenir chancelier de l'Allemagne en 1969, après avoir déjà participé au gouvernement
dans le cadre d'une coalition avec le parti de droite, la CDU, qui avait dirigé donc jusque-là. Il va mener une politique d'ouverture vers l'Est, l'Ostpolitik, mais ancre bien la RFA dans le bloc de l'Ouest. En 1974, eh bien, Helmut Schmidt lui succède, il devient chancelier jusqu'en 1982. À l'Est, les choses sont très différentes. À partir de 1946, le KPD et le SPD, communistes et socialistes, doivent impérativement fusionner dans un parti unique, le Parti d'unité allemande, le SED, qui va diriger jusqu'en 1989. C'est un parti qui suit la ligne directrice imposée par Moscou, comme dans les autres démocraties populaires, et qui va donc mettre en place tous les principes du communisme européen de ce moment-là, c'est adhérer au pacte de Varsovie, l'alliance militaire qui date de 1955 face à l'OTAN, également au Conseil d'aide économique mutuelle, aussi connu sous le nom de Comecom, et appliquer par exemple eh bien, le principe de la planification économique, le plan quinquennal, à partir de 1951. Donc parti unique, ce qui n'empêche pas des révoltes, même des révoltes ouvrières, des manifestations violentes, notamment à Berlin en 1953, et le SED fait appel à l'armée rouge, donc aux soviétiques, pour réprimer dans le sang cette révolte. Le pays est ensuite tenu notamment avec la police politique, la Stasi. Le parti est dirigé par Walter Ulbricht, 60 à 71, et lui succède Erich Honecker, qui sera le chef du parti jusqu'à la fin en 1989, mais chef d'un État sclérosé, où on le voit, les gens ont du mal à s'alimenter, et qui prend fin en 89. La réunification a lieu en 1990, avec des mutations importantes. D'abord, l'extrême gauche qui se cherche, le SED devient de manière assez provisoire le PDS, le Parti du socialisme démocratique, avant, en 2007, de se transformer de nouveau, cherchant encore sa voie, en devenant Die Linke, c'est-à-dire tout simplement la gauche. Quant au SPD, il poursuit sa mutation avec notamment Gerhard Schröder qui va mener une politique dite de troisième voie, une troisième voie entre le libéralisme et le socialisme, et concrètement ça va se traduire par une tactique politique, le Neue Mitte, c'est-à-dire le nouveau centre. Donc dans un premier temps, Gerhard Schröder de 1998 à 2005 gouverne avec les Verts, Grüne. Puis, à partir de 2005, dans une nouvelle coalition, dont l'Allemagne a un petit peu l'habitude, avec le parti de droite, donc gauche plus droite, la droite c'est la CDU, de 2005 à 2008. Alors depuis, eh bien, le SPD, un petit peu d'interrogation, n'est pas revenu au pouvoir. Les élections de septembre 2013 nous donnent un petit peu un état des lieux des forces en présence. La droite reste majoritaire, le parti d'Angela Merkel, avec plus de 40% des voix. Alors, c'est beaucoup, mais insuffisant pour gouverner seul. Donc, Angela Merkel doit s'allier avec un autre parti. Les partis de gauche, quant à eux, eh bien, font évidemment beaucoup moins. Le parti donc social-démocrate réalise 25% des voix, donc on est loin derrière la CDU, mais c'est un poids suffisant pour pouvoir peser et exiger une coalition, par exemple. Quant à la gauche, Die Linke, on le voit, on est à peine à 9% des voix, ce qui est évidemment très